Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est un petit lendemain de Noël. On va souhaiter que vous passez des bons Noël. Nous pouvons parler de Noël puisque Noël est fini. On parlera peut-être un petit peu de ce qui va se passer l'année prochaine puisque nous avons avec nous Christophe Wachter qui est secrétaire général des MPI, mais aussi surtout, là, il est là en tant que président du Césaire. Bonjour. Bonjour, M. Journaliste. Merci d'être là. On parlera avec un comédien, Joël Géonidier, qui a fait la 100e de Circuler. Vous savez ce que c'est, et ça circule, mais ça circule peut-être mal, puisqu'on a 51 morts déjà, même 52 avant la fin de l'année. Et on va terminer avec Anne-Yonne Karen, qui est auteure, conteuse, créatrice de jeux éducatifs. Sinon, l'actualité, bien justement, ce sera ce cimetière éphémère, montrer que 52 Guadeloupéens sont morts cette année sur les routes, toutes sortes d'accidents, accidents de moto, accidents de piétons. Et avant-hier encore, un piéton encore a été tué. Le problème qui se pose, est-ce que c'est un problème d'accidentologie seulement, ou bien l'état des routes, c'est une question qui reste posée. On parlera de la cérémonie indienne qui s'est faite au MACT, et aussi ce sera l'occasion de faire un point sur la manifestation qui a eu lieu pour le 170e anniversaire de l'arrivée des Indiens en Guadeloupe. On entendra aussi tout à l'heure les réactions de nos politiques suite à la réaction de deux politiques, M. Losbar, qui est président du conseil départemental, et aussi Olivier Servat, qui est député de la Lyotte et DG-USR. Tous les deux réagissent sur le nouveau gouvernement et surtout la nomination de Manuel Valls. On fera un tour du côté du CURSA Nova pour les alternants. Et puis, on va terminer, si on a le temps, sur quelques petites informations. Mais voilà, aujourd'hui, je suis bien content de recevoir Christophe Wachter. Pourquoi? Parce que Christophe Wachter, on ne le voit pas assez souvent sur les plateaux, malheureusement, très discret. Mais il y a tout un travail qui est fait au sein du Césaire. Et précisément, nous avons reçu un travail d'enquête, de sondage qui a été fait sur la situation de la Guadeloupe, sur la situation des jeunes de notre pays et d'une manière générale des Guadeloupéens. Et quand je lis ce rapport, Christophe Wachter, je suis obligé de dire que la situation n'est pas très belle. Non, la situation n'est pas très belle parce que lorsqu'on s'est penché sur les jeunes, on s'est surtout demandé s'ils étaient encore motivés pour de l'engagement citoyen, de l'engagement politique. Et donc là, on est allé les interroger avec l'appui de Calistat qui connaît bien le terrain, connaît bien le tissu, donc c'est une société bien guadeloupéenne, donc qui a bien axé les questions. Et c'est vrai que les résultats qui ressortent ne sont pas surprenants, mais ne sont pas encourageants. Ils ne sont pas encourageants dans le sens où on sent que les jeunes sont peu enclins à s'engager. On le voit bien, les jeunes ne votent pas, les jeunes ne débattent pas politiquement. Ils désertent même le pays. Ils désertent le pays, donc ils ont de moins en moins de centres d'intérêt matériels et moraux dans le pays, même s'ils en ont. Ils ont parfois du patrimoine, de la famille, mais ils se détachent un peu du pays parce que le pays ne les fait plus rêver, simplement. Ils n'inscrivent pas leur avenir dans le pays. Je parle d'une majorité d'entre eux. Oui. Comment expliquer ça? Je ne dis pas que vous avez été un ancien jeune comme moi-même, mais comment expliquer aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire une dérive, mais ce mouvement des jeunes Guadeloupéens vers l'extérieur, ils n'ont plus envie de rester en Guadeloupe. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune Guadeloupéen aujourd'hui, il n'a pas envie de rester en pays? Déjà, au-delà de la Guadeloupe, hein, on est dans un monde de plus en plus anxiogène. Et lorsqu'on se projette dans notre petit pays, on se dit qu'on n'a peut-être pas les moyens de se défendre, on est dans une situation de vulnérabilité. On regarde les chiffres du chômage, on regarde notre propre génération. On voit des gens qui étaient meilleurs que nous à l'école, qui galèrent, qui sont obligés de partir. Je pense que tout ça, ça crée une sorte d'anxiété généralisée. Et puis il y a aussi depuis quelques décennies ce réflexe d'exil. Une famille vit avec son jeune pendant 18-19 ans. L'enfant est presque préparé à partir, conditionné à partir, même s'il n'a même pas encore choisi quelle formation il va suivre. Il sait plus ou moins qu'il va partir après son bac, ou après une formation, ou après un diplôme qu'il aura validé ici. Donc le jeune n'est pas encouragé à s'installer comme agriculteur, à aller chercher du travail à Jarry ou à passer des concours de la fonction publique territoriale. Les jeunes sont d'abord encouragés à partir. Moi, je pense que c'est une sorte de réflexe dans les familles aujourd'hui. Et ça ne va pas changer? Ça peut changer, il faut que ça change. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change? Il faut plein de choses pour que ça change. Il faut un environnement économique et social un petit peu plus clément, déjà. Lorsque vous interrogez des jeunes qui sont à l'extérieur, ils vous disent, bon, je ne vais pas venir travailler ici, vu ce que j'entends, vu ce qu'on fait à des cadres. Moi, je suis là, j'ai un poste de cadre en France ou au Canada, où je suis à l'aise. Je n'ai pas envie de venir dans ce truc-là. Moi, j'ai déjà entendu des jeunes, même dans ma famille, qui me disent ça. Et même si mon discours tend à leur dire, mais non, on a besoin de nous, on a besoin de nos forces, nos énergies, il faut qu'on prenne notre pays en main. On entend des jeunes dire,
dire, moi je ne viens pas dans ce truc-là. Notre pays a une mauvaise réputation pour ses propres enfants. Ça, il faut qu'on en soit conscient aujourd'hui. Lorsqu'on se paie le luxe d'être hyper agressif sur tous les sujets, en face de n'importe quelle personnalité, on n'invite pas quelqu'un à venir épouser un contrat social dans son propre pays. On l'encourage à partir. Il faut qu'on regarde nous-mêmes nos propres enfants, nos propres cousins, nos propres voisins, et qu'on les interroge objectivement avant de prétendre autre chose. Alors, je vais revenir sur les jeunes tout à l'heure, mais il y a quand même des éléments qui sont, j'ai envie de dire, qui sont décevants. Le taux de pauvreté en Guadeloupe ne diminue pas. Hein. On dit 2 à 4 fois supérieur qu'en France hexagonale, oui. Même s'il est un petit peu maquillé, même si lorsque vous êtes d'un pays où il fait chaud... Ça, c'est les chiffres de l'INSEE, parce qu'on sait que la réalité est quelquefois bien au-delà. La réalité est certainement bien au-delà. Donc elle est un petit peu noyée dans, je veux dire, une sorte de maquillage sur notre développement. Mais on sait que comme on n'a pas d'hiver ici, bon, ben, les gens ne meurent pas de froid. Comme on peut toujours manger un fruit à pain ici, les gens ne meurent pas de faim. Mais la ils ne meurent pas de faim, mais on voit des gens qui fouillent de plus en plus dans les poubelles ici. Il y a de vraies difficultés. Il y a de vraies difficultés. Et il y a des familles monoparentales qui masquent un petit peu leur réalité. Il y a des jeunes, il y a des chômeurs. Il y a des gens qui sont dans de vraies difficultés sociales ici, et d'une pauvreté, on va dire, structurelle, à laquelle on s'est un peu habitué. Les CCAS, les épiceries solidaires, il faut regarder ce que c'est. Ce ne sont pas des formules de développement pour un pays, ce sont des pansements qu'on met sur une société qui est blessée. Parce qu'on a à peu près 380 000 habitants en Guadeloupe. Au niveau des allocataires de la CAF, il y a à peu près 105 000, 103 000 ou 105 000, pas le chiffre exact. Et quand on regarde à l'intérieur même encore, il y a près de 38 000 allocataires RSA. Ça veut dire que du point de vue de la précarité, on a presque atteint le fond là. C'est énorme, c'est énorme. D'ailleurs, le Césaire a fait sous la direction du président de notre commission affaires sociales, Georges-Édouard Liparo, un travail très intéressant sur la pauvreté en Guadeloupe. En émettant 15 préconisations pour agir contre la pauvreté. On espère que ce travail a été bien diffusé et bien lu par toutes les personnes qui sont en charge de ces questions-là ici. Alors, l'autre question, avant de revenir aux jeunes, c'est le problème. Alors, d'un côté, on a des jeunes qui s'en vont, et de l'autre côté, on a une population, on ne cesse de le répéter, vieillissante. Une population vieillissante. Donc une population en diminution. En diminution et vieillissante. Et en plus vieillissante. Ça veut dire que la Guadeloupe va disparaître. Ça veut dire que ce sont les premiers facteurs d'un déclin en fait. Oui. C'est les premiers facteurs d'un déclin. Quand une population est vieillissante, il y a moins d'activité économique. Oui. Quand il y a moins d'activité économique, il y a moins de moyens d'asseoir un véritable système de protection sociale. Oui. Il y a moins d'attractivité aussi. Il y a moins d'attractivité. Donc on est dans une situation où on devrait vraiment s'interroger en fait, mais s'interroger aussi sur les solutions que prônent les pouvoirs publics pour inverser cette tendance-là. Oui. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. Oui. On facilite l'installation d'une sorte de réémigration en fait. Il y a des personnes qui viennent de l'extérieur et puis qui permettent au pays de vivoter. Mais lorsqu'on entend dire que notre pays en 2030 va compter peut-être 242 000 habitants contre les 370 000 qu'on a aujourd'hui. Ouais. On a perdu 10 000 cette année encore. On a perdu, oui, 10 000 cette année. Ouais. J'ai dit 2030, c'est 2070 les estimations. Si les tendances se confirment, en 2070, on sera 242 000 habitants. Ouais. Ça veut dire qu'on est en voie d'extinction, tout simplement. Carrément. Alors, autre problématique, c'est la question des familles monoparentales aussi. De plus en plus fragilisées. Le chiffre, les femmes avec enfants à charge constituent 58% des bénéficiaires du RSA. Ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, mais c'est avec ces données-là en fait qu'il faut ajuster, conduire les politiques publiques. Je pense que souvent, on essaie de conduire les politiques publiques par rapport à des objectifs de développement économique. On fait comme si tout va bien, comme si on a réalisé pas mal de choses, comme si on va vers quelque chose de positif. Je pense qu'il faut plus, et c'est ce que nous, on invite les pouvoirs publics à faire, autant l'État que les autorités locales, se pencher sur ces chiffres-là, qui sont des chiffres alarmants, qui sont des chiffres qu'il faut transposer dans d'autres pays,
et où d'autres pays auraient déjà pris des mesures, des plans Marshall carrément pour sortir de ça. Et nous, on n'est pas dans des plans Marshall. On est, comme je vous disais tout à l'heure, dans des petits pansements. Parce que, Christophe, vous le savez aussi bien que moi, vous connaissez bien la Caraïbe. À côté, à la Dominique, ils n'ont pas ces problématiques de vieillissement et d'exil des jeunes, alors que ce sont des pays qui sont, bon, ils sont indépendants, d'accord, Sainte-Lucie, Dominique, Barbade, etc. Mais l'autre question qui se pose, je suis obligé de vous la poser, que font nos politiques? Alors, nos politiques font ce qu'ils peuvent, à mon avis. Hein. Je sais que leur vie n'est pas aussi facile. Nos politiques, ça fait longtemps qu'on sait qu'ils n'ont pas les leviers sur tous les outils du développement. Ils n'ont pas les leviers. C'est pour ça qu'il y a eu depuis tantôt beaucoup de réflexions, alors des réflexions qui tournent en rond encore une fois, mais des réflexions pour un petit peu déverrouiller l'accès à ces leviers du développement. Lorsqu'on fait des congrès, lorsqu'on fait des réflexions sur la possibilité de bénéficier de pouvoirs normatifs, etc., ce sont des leviers du développement. Alors, on les analyse souvent comme des espèces de revendications de pouvoir, etc., mais ce sont des revendications de la part de nos responsables élus pour avoir véritablement les mains sur les leviers du développement, pour pouvoir ajuster les politiques publiques par rapport au constat qui aurait été fait de la réalité de nos problèmes. Alors, on fait juste un tout petit focus quand même, puisque vous êtes au MPI, sur la production locale, sur, j'ai envie de dire, ce qui est produit ici et ce qui pourrait peut-être conduire au développement. Est-ce qu'au MPI, on sent une impulsion? On sent une impulsion. C'est le résultat de notre travail énorme qui est mené par les MPI. Les MPI, ce n'est pas juste quelques personnes qui possèdent des sociétés. Ce sont aussi des Guadeloupéens qui pourraient importer des produits parce qu'ils ont des capacités d'investissement, mais qui se disent non, moi je vais plutôt les fabriquer ici. Ouais. Donc il y a déjà un volontarisme de personnes. On le voit dans l'agrotransformation. Hein. Oui. Dans l'agrotransformation, il y a beaucoup de petites expériences qui sont menées, mais il y a aussi des possibilités de servir le marché local avec des produits qu'on fabriquerait ici. Pourquoi on veut le faire? Ce n'est pas juste pour se faire plaisir et dire qu'on fait ça. Non, parce qu'il faut créer de l'activité, il faut donner de l'emploi. Il faut aussi avoir un petit peu plus de fraîcheur sur nos produits. Il faut aller vers un objectif d'autonomie, d'autosuffisance. Oui. Et je crois que les MPI représentent un petit peu cette ligne, j'ai envie de dire, en matière d'orientation économique, aller vers une sorte d'autosuffisance, la fierté de produire nos propres produits et ne pas dépendre de l'extérieur systématiquement. Je crois, si vous me permettez, que plus on dépendra de l'extérieur, plus on aura des problèmes de pouvoir d'achat. Oui. C'est une réalité que de faire venir des produits de 8000 km, de 20 000 km, il y a des coûts de transport. Ça, c'est une réalité. Manger des produits frais en utilisant du fret cargo, oui. Des huîtres ou je ne sais quoi d'autre qui arrivent en fret cargo, il y a des coûts et c'est le consommateur qui paye ça. Oui. Il y a un exemple qui me semble totalement aberrant, même si je respecte toutes les personnes qui sont dans ces activités. Faire venir des fleurs par avion d'Argentine, de je ne sais où, pour les vendre ici, oui. Je trouve que... Alors qu'on a la possibilité de... Économiquement, ça n'a pas de sens, en fait. Ouais. Économiquement, ça n'a pas de sens, parce qu'en plus, on se plaint de notre pouvoir d'achat. Oui. Il y a des choix, à mon avis, qu'il faut faire de façon un petit peu plus tranchée. Je pense. Je suis obligé de venir avec vous, bien évidemment, sur la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vie chère pour aller vite. Bon, on a vu ce qui s'est passé en Martinique, etc. Et c'est un problème qui est récurrent en Guadeloupe depuis des années et on n'a pas le sentiment que ce problème-là peut être résolu. Pourquoi? Vous venez de le dire, l'importation de beaucoup de produits en Guadeloupe et... il faut le dire aussi, l'aide à l'agriculture n'est pas toujours ce qu'il faut. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits autour de l'agriculture. Après, est-ce qu'on a vraiment les moyens de réajuster les enveloppes posées par rapport à la réalité de nos territoires, sachant qu'elles sont négociées à un niveau européen le plus macroéconomique possible? Est-ce qu'on a les bons intermédiaires pour que ici ça colle à vraiment des objectifs de développement? Ça, j'en suis pas sûr. Il y a un deuxième sujet sur l'agriculture qui me préoccupe. Après, j'espère que je me trompe, mais je trouve qu'il y a trop de responsables de la politique agricole sur ce petit territoire, qui est un territoire qui est en train de perdre sa capacité à produire. Il y a trop de responsables, il y a trop d'entités responsables, il y a trop de centres techniques, il y a trop de DAF, il y a trop de choses. À mon avis, il faudrait rationaliser. Fait administratif en personne, c'est ça? Ça crée de l'inefficacité, ça crée du conflit entre les intervenants. Tout à fait. Et ça fait que finalement, on parle de diversification agricole depuis combien de temps? Moi, je ne connais pas, très sincèrement, je n'ai pas fait de recherche approfondie là-dessus, mais je ne connais pas
le schéma de diversification agricole pour la Guadeloupe pour les 5 années à venir, ce qui est prévu, ce qui n'est pas prévu. Est-ce qu'en matière de gombo, on a dit qu'on va produire... On a un binôme, c'est canne et banane, qui mobilise la majorité des subventions. Et on sait bien qu'il y a des producteurs, il faut le dire, qui en vivent des subventions. Et à côté, quand on regarde un peu le marché agricole de la Guadeloupe, je suis désolé, on emporte encore des ignames de Costa Rica. Ça c'est vrai, mais il y a aussi des terres en jachère, il y a aussi des jeunes au chômage. Moi je pense qu'on peut aussi regarder ça. Moi j'aimerais bien dire à un jeune au chômage, tiens voilà 4 hectares de terrain, fais-moi du piment végétarien. Et maintenant je sers le marché guadeloupéen. J'aimerais bien dire à un autre, fais-moi des radis. Et je sers le marché guadeloupéen. Comme je vous dis, le plan de diversification par rapport aux 2 monocultures que vous avez citées, le plan de diversification devrait être le point de départ de ce qui va être l'import-substitution en matière de produits agricoles. Tant qu'on va recevoir par avion des légumes qui sont forcément porteurs du coût de transport, mais qui en plus constitue une valeur ajoutée qui a été créée ailleurs, on sera dans une absurdité économique, on pourra toujours parler de souveraineté, d'autosuffisance, etc., pour se faire plaisir, mais il y a des réalités qu'il faut casser. Oui, mais Christophe, ça veut dire qu'il faut revoir même le process, parce que, en fait, quand on prend par exemple la région vit beaucoup aussi de ses importations, c'est-à-dire des taxes sur les importations. Et donc, arrêter ces importations, c'est appauvrir la région. C'est bien la preuve que c'est notre système qu'il faut reconsidérer. Donc c'est le système qu'il faut revoir. C'est tout le système. En fait, on a tendance à accuser tel ou tel. On a tendance à prendre le problème par une fenêtre ou une autre. Alors qu'on a un problème qui est systémique. Ça fait longtemps qu'on le sait. On a un problème qui est à la fois économique, social, institutionnel. Et donc politique. Et politique et environnemental. Et si de façon systémique, on ne sait pas reconsidérer toutes ces choses-là, voilà, on va essayer de soigner ça un jour, soigner ça un autre jour, et dès qu'on sera à l'heure du bilan, comme en ce moment au mois de décembre, on va se dire, mais on dirait que rien ne va, et les jeunes s'en vont. Alors, un petit point sur un autre aspect de notre pays. Alors, du point de vue touristique, on met en avant ce qu'on appelle les îles de Guadeloupe. Dans les îles de Guadeloupe, il y a les îles du Sud. Et les îles du Sud, j'ai presque envie de dire, c'est presque le tiers-monde de la Guadeloupe aujourd'hui. Parce qu'il y a des problèmes de desserte. On n'a pas de desserte performante sur toutes nos îles. Et de prix aussi, hein, desserte, transport et aussi achat. C'est-à-dire que c'est une double insularité pour quelqu'un qui vient à Maragalanta, terre de bas, terre de haut, des Iranes. Et autre problématique, au problème médical. C'est qu'à Désiré, il n'y avait pas de médecin, à Terre de Bas, il n'y en avait pas non plus. Enfin, le président du conseil départemental, je crois, a inauguré une maison de la santé. Mais même à ce niveau-là, au niveau basique de la santé... On est défaillant. On est clairement défaillant. Alors ça, il y a beaucoup de problèmes dans ce que vous soulevez. L'attractivité touristique de nos îles du Sud, là, on ne peut pas la remettre en question. La capacité d'accueil touristique, en hébergement, en restauration, on ne peut pas remettre en question. On a vraiment un bijou. Un bijou. En termes de desserte aérienne, on a des aérodromes dans nos îles du Sud, mais on n'a pas de ligne. On n'a pas de ligne. Alors l'offre et la demande, etc., il faudrait aussi recréer des choses comme ça. Créer de l'attractivité, ça veut dire qu'aussi pour baisser les prix, s'il n'y a pas, pour lancer une ligne aérienne, je pense qu'il faut aussi mettre des aides sur ça. Donc il y a beaucoup de petites choses comme ça, où beaucoup d'expériences ont déjà été menées, il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu quelques réussites, mais on se rend bien compte que pour un archipel, ne pas avoir une desserte optimale à la fois en maritime et en aérien, et avec une régularité, ben, ça ne devra jamais favoriser le développement de nos îles du Sud, ça c'est sûr. Alors, l'un des thèmes de ce document que vous avez diffusé, c'est de dire qu'il faudrait un accompagnement de l'État, mais qui ne résout pas la problématique de la pauvreté. C'est-à-dire que, alors, on prend les 2 collectivités majeures, plus l'État, ça en fait 3 collectivités globalement, si on globalise, et finalement, même au niveau de l'État, ça ne fonctionne pas comme il faut. Je crois que c'est vraiment de l'activité qu'il faut créer ici. Pour créer de l'activité, il faut qu'on sorte d'une logique qui est bien installée chez nous, qui est celle de la société de consommation. D'ailleurs, lorsque vous interrogez les jeunes, et ça ressort dans le rapport que vous avez évoqué, leur principale préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Tout à fait. C'est pas de créer une famille, c'est pas de rester dans leur pays, c'est de pouvoir consommer en fait. Derrière ce chiffre-là, il y a effectivement une sensibilité qu'on peut avoir par rapport à ce qu'expriment les jeunes, mais il y a aussi une réalité qui devrait être préoccupante. Si des gens, à raison de 1/3 d'entre eux,
n'ont pas d'autres préoccupations que celle de consommer, ça signifie qu'ils sont dans un modèle de société de consommation, qu'ils ne s'imaginent même pas d'un autre modèle qui ne correspond pas à notre réalité en plus. Une société de production, une société d'autres choses. On est dans une société de consommation avec que des préoccupations qui sont liées à la société de consommation. La pauvreté que vous évoquez, ben, ce n'est qu'un pendant de cette société de consommation à outrance. Oui. Alors, en matière d'emploi, on le sait, il y a un travail qui est fait au niveau de l'insertion. Bon, je l'ai dit, à peu près 38 000 gens qui sont dans l'insertion. On avait peut-être 40 000 il y a quelques années. Le chiffre se réduit, mais est-ce suffisant? C'est pas suffisant. Moi, je pense que l'insertion, c'est une chose, mais il faut d'abord lutter, à mon avis, contre l'inactivité. Oui. Il faut absolument aller rechercher les personnes qui n'ont aucune activité, qui ne recherchent aucune activité. C'est ceux qui font l'insertion d'ailleurs. On lance tout le temps des appels. J'ai vu il y a peut-être un mois au Trade Center, il y a une grosse manifestation pour essayer de recenser un petit peu. J'ai envie d'appeler ça un grand job dating, mais... J'appelle ça des événementiels, même si c'est très positif que ça se fasse. Oui. Mais quand je vous dis il faut aller vers les gens, c'est cette expression à la mode, aller vers le go-between. Oui. Il faut aller au pied des cages d'escalier, il faut aller à l'intérieur des ghettos, il faut aller sur les blocs, il faut avoir les vrais médiateurs qui vont dire à ces gens-là, fais une petite expérience, viens faire même une demi-journée chez un soudeur. Je suis sûr que ça va te plaire, occuper sous des motos. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher des gens, des jeunes qui ne vont plus rien chercher, qui restent au bas de leur immeuble, au fond de leur ghetto, et qui se disent, bon, ben, en besoin l'argent quand ils font business. Et si on ne va pas dire à ces jeunes-là, tu sais, tu peux peut-être tenter autre chose. Ce n'est pas n'importe qui peut leur parler non plus. C'est des gens qui ils ont confiance. C'est pour ça que je vous dis, on rêve, hein, on est en train de se dire comment on ira mieux en 2025. On a vraiment tout un système à reconsidérer, toute une société à rebâtir, parce que les indicateurs qui sont là sont des indicateurs qui devraient nous alarmer. Ça veut dire que tout ce qui est déjà un peu inquiétant dans les chiffres qui sont là, se demander, mais ce chiffre-là, dans 5 ans, il sera à quel niveau et comment on va traiter ses conséquences. Et je crois que c'est la réflexion que le Césaire essaie de mener avec ses maigres moyens, mais avec ses bonnes volontés. Et que beaucoup de personnes devraient venir enrichir avec nous. C'est l'appel que j'ai envie de lancer à beaucoup de responsables. Moi, j'aurais voulu que le Césaire soit une instance beaucoup plus élargie, avec beaucoup plus d'expertise, avec beaucoup plus de collaboration, et qu'on arrive à faire ressortir des choses qui vont sensibiliser nos décideurs. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire des photographies. On voit qu'aucune photo n'est belle, mais on continue quand même. Et donc, alors, on a vu que les problématiques de l'emploi, du travail, de l'insertion, il y a aussi le problème de la santé. La santé, on aura un nouveau CHU avec certainement une nouvelle motivation pour les acteurs de la santé. Avec plus d'ambulatoires, oui. Plus d'ambulatoires, parce que c'est la nouvelle façon aussi de soigner. Mais moi, je pense que ça peut être quelque chose de positif quand même, que de sortir de... vous vous souvenez, il y a peut-être 5-10 ans, l'actuel CHU, la réputation qu'il avait, il était bloqué une fois par semaine, les gens se battaient à l'entrée, etc. Moi, je pense que peut-être un nouveau CHU avec une nouvelle politique à travers ce nouvel établissement va remotiver, j'espère, l'ensemble des personnels de santé. Alors, on revient un peu à la jeunesse. J'ai vu dans le document que plus de la moitié de la population, près de 41%, je crois, des jeunes Guadeloupéens vivent hors de Guadeloupe maintenant, ou ont envie de vivre hors de Guadeloupe. Donc ça veut dire que non seulement on l'a dit tout à l'heure que la population est vieillissante, mais le renouvellement n'est pas d'actualité, n'est plus d'actualité. Le renouvellement n'est plus d'actualité. Pour qu'une société se renouvelle, je crois savoir qu'il faut que les femmes aient 2,1 enfants. Aujourd'hui, je sais qu'on est beaucoup plus. C'est moins 1, c'est quoi? Moins de 1. Je crois que c'est moins de 1. Donc le renouvellement n'est pas en cours. Le renouvellement n'est pas en cours. Et donc, ce n'est pas le cas de la Guadeloupe seulement. Il y a beaucoup de pays, de grands pays industrialisés qui ont le même problème, mais qui ont les moyens de remotiver les familles à faire des enfants. Je sais qu'en Norvège, ils ont voté récemment une loi ou un dispositif pour que les pères aient un congé de parentalité un peu plus long, etc. Un petit peu pour encourager toutes les petites choses possibles pour repeupler leur pays. Pour repeupler leur pays. Comme je vous disais, nous, ici, on fait les photos, mais on n'a pas de politique publique adaptée à cette réalité-là. On est dans ce schéma français où ce qui est bon pour la France est adaptable chez nous. Et on voit bien qu'on atteint les limites assez rapidement. Et il faudrait qu'on ait des politiques qui soient beaucoup plus paramétrées par rapport à nos problèmes.
Christophe, bon, il faudrait faire au moins 5 ou 6 émissions pour tout voir, mais je veux quand même vous demander une petite réaction par rapport au nouveau gouvernement français, la situation de la France. Comment vous voyez en tant que Guadeloupéen ce qui se passe en France depuis à peu près 3-4 mois maintenant? Alors, je sais que j'ai une formation de constitutionnaliste. Je sais, justement, c'est bien la raison pour laquelle je pose la question. De point de vue constitutionnel, c'est passionnant. Oui. C'est passionnant. Après, lorsqu'on est un citoyen français, guadeloupéano-français, on a toutes les raisons de s'inquiéter. Lorsqu'on est dans l'outre-mer français, moi j'ai envie de, parfois par provocation, je pose la question, est-ce que vous vous souvenez de l'avant-dernier ministre de l'outre-mer? On en a eu 4. On a eu combien? 5 ou 6, je sais même pas. On a eu 4. La personne qui était juste avant M. Buffet. Oui. Personne ne s'en souvient. C'est Marie Guévenoux. On a à peine entendu son nom. Elle est passée rapidement ici. Elle est passée rapidement. Elle a pris des positions sur l'octroi de mer, sur le pouvoir d'achat, etc. Elle a fait quelques voyages dans l'outre-mer français. Donc on se rend bien compte qu'il y a un problème de stabilité quand même de ce que l'État français, indépendamment de ce que je pourrais penser d'un gouvernement, des dissolutions, des 49.3, etc., l'État français, par rapport à la stabilité que l'État pourrait donner à ces 11 territoires d'outre-mer qui sont administrés, cette instabilité gouvernementale n'est pas là du tout. N'est pas là du tout. Et donc moi, quand je vous dis que j'aurais bien aimé que sur les 5 ans qui viennent, on ait un schéma et qu'on ait un peu de visibilité par rapport à nos propres problèmes, c'est pas ce genre de changement de gouvernement répétitif qui vont nous offrir ça c'est clair. Alors je vous laisse regarder un micro-trottoir qu'on a fait sur le changement gouvernemental. C'est un reportage d'Olivier Félix. On regarde un peu ce que pensent les Guadeloupéens. Alors, est-ce que vous pensez que le gouvernement va passer l'hiver? Et non. Je ne sais pas, moi. Je sais pas, je ne pense pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Alors là, je ne sais pas du tout, je ne suis pas du tout dans la politique, donc je ne sais pas. Ben, nous y sommes, dans l'hiver. Bon, maintenant qu'il va passer, j'espère que non. Ben, en tout cas, je leur souhaite bonne chance. Compliqué. Alors là, franchement, je ne sais pas comment ça va se passer, comment ça va se terminer aussi. J'en ai aucune idée. J'avoue que là, c'est les vacances, j'ai pas du tout regardé les infos. J'espère, non? Ce serait bien. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de difficultés. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je ne suis pas tellement, mais bon, j'ai pas l'impression. Pour le coup, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Voilà. Du coup, Manuel Valls, c'est un petit peu du réchauffé. Donc j'imagine quand même que... ouais. Pour le coup, j'espère qu'il passera pas l'hiver. C'est des morts vivants qu'ils ont repris, ils ont mis ça là, quoi. Des gens qui n'ont rien fait, quoi. Mais ça, c'est les Français qui décident, c'est pas nous. Franchement, ça ne change pas. Ils sont tous pareils, donc non. Jonathan, on regarde pour voir. Mais on est sceptique. Franchement, vu la politique aujourd'hui et nos députés, je pense que ça va être très très compliqué. Bon, on voit la présentation déjà des gars. Ils sont pour leurs poches. Des problèmes se passent dans nos pays, ils n'arrivent pas à les régler. Donc nous, aller s'inquiéter encore, mettre le stress sur notre tête, pourquoi? Non, laissez-les faire leurs manœuvres et puis bon, on va voir ce qu'il y a. Et puis on essaie de tenir. C'est très compliqué là. Et puis les personnes qui ont été choisies, elles ont déjà été en place, elles n'ont pas tellement fait de preuves. Donc ça m'étonnerait. C'est toujours les mêmes et c'est répétitif, quoi. Donc l'avenir nous dira, est-ce que c'est le bon ou pas? Et on regarde rapidement les réactions de 2 hommes politiques, le président du conseil départemental et le député Olivier Servat. C'était juste avant hier. Bon, je crois que c'est le 8e ou le 7e ministre en 2 ans. Donc, vous comprenez bien, le nombre montre aussi la difficulté de pouvoir avoir des interlocuteurs qui puissent défendre les intérêts de la Guadeloupe. En tout état de cause. Moi, ce qui est important, c'est que au mois de juin 2024, nous avons voté à l'unanimité au niveau du Congrès pour qu'il puisse y avoir une évolution institutionnelle et que nous puissions renforcer la domiciliation du pouvoir et ce pouvoir normatif. Et ce qui est déterminant, c'est que dans ce nouveau gouvernement, je peux comprendre que c'est Manuel Valls, le ministre d'État, ancien Premier ministre, donc ancien ministre de l'Intérieur,
Donc, par définition, elle devrait connaître ces différentes questions. Et tout ce que j'espère, c'est que nous puissions avoir un interlocuteur pour pouvoir travailler sur ces différentes questions. D'autant plus que dès le 1er janvier, je serai à nouveau président donc, du Congrès. Et dès janvier, on va poursuivre donc les travaux et faire en sorte que 2025 soit vraiment l'année où nous arrivons à ces conclusions et que nous puissions évoluer vers ce renforcement de l'identité guadeloupéenne. En ce jour de Noël, déjà commençons par le côté positif. C'est inédit qu'il y ait un ministre des Outre-mer, ministre d'État, qui soit numéro 2 du gouvernement. Donc ça, c'est un bon signal. Ça permettra sûrement de gagner des arbitrages et ça met les Outre-mer au niveau auquel ils n'auraient jamais dû laisser leur place, c'est-à-dire à une place où ça rend la France forte. Par contre, ni démagie à dans ça, dans cette nomination. Ce ministère doit être incarné. Et aujourd'hui, on constate que c'est Manuel Valls qui incarne ce ministère de l'Outre-mer. Ça ne me convient pas, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que on dirait un mauvais film d'horreur, retour des morts vivants politiques. Manuel Valls est passé de la gauche à la droite. Il a perdu les élections à Barcelone. Il a perdu les élections législatives des Français de l'étranger. Aujourd'hui, Manuel Valls n'est pas un poids lourd du gouvernement, c'est un poids mort. C'est très clairement la situation. Donc, je crois que ce signal pour les Outre-mer n'est pas un bon. Et puis, deuxième signal négatif pour les Outre-mer. Est-ce que, dans les 11 territoires peuplés, nous parlions non en forme des Outre-mer capables de s'occuper des affaires des Outre-mer? Pourquoi, dans un ce que je qualifie de post-colonial, voire post-raciste, eh bien, nous avons ce ministre qui n'est pas originaire des Outre-mer. Donc, je considère que ça, c'est un mépris et que c'est comme si nous avons dit, nous pas capables de gérer affaire à nous en tant que Français ultramarins. Nous avons eu l'occasion d'expliquer quelle était cette démarche de la création du groupe. Nous restons dans une majorité présidentielle au niveau de la région. Mais sauf qu'il y a un certain nombre d'éléments que nous voulons qu'ils soient mieux défendus dans le cadre de cette assemblée. La gouvernance concertée, que le peuple a élu sur cette base-là, c'est surtout que les travaux au niveau institutionnel qui se passent à Guadeloupe, dans la Caraïbe, dans le monde, plus que jamais, il est nécessaire que les Guadeloupéens puissent pouvoir s'assumer et prendre plus de responsabilités. Et puis, plus généralement, pour ce gouvernement, nous avons un souci. Bayrou, effectivement, c'est un homme indéniablement qui parle à la gauche et à la droite. Il a soutenu François Hollande, on ne peut pas lui en faire grief. Par contre, autour de lui, il y a des gens comme Rotaillot, eh ben, ça va pas être 500 moins, parce que Rotaillot a parlé de Français de papier. Lorsqu'il parle de Français de papier, il parle des Africains, des Noirs, des Arabes, il parle de moi en France et je me sens visé et ça n'est pas acceptable. Quand il parle de mexicanisation de la vie politique, ça n'est pas normal non plus. Et donc, je pense que ce gouvernement ne va pas durer plus que le précédent. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je ne vais pas demander de commentaires à Christophe. Les commentaires sont induits dans ce qui a été dit, n'est-ce pas? Si, je peut-être commenter, c'est bien instructif. Bien instructif. Généralement, quand on pose une question, que ce soit d'un sondage ou un micro-trottoir, on a les oui, les non et les ne sais pas. Oui. On voit que là, ce qui ressort, c'est les ne sais pas. Oui. Et après, les ne sais pas, ça va être compliqué. Et après, il y aura des difficultés. Voilà. Donc, ouais, la confiance, il va falloir la rebâtir. Elle a disparu. Voilà. Merci en tout cas, Christophe. En cas de on dire bonne année. Non, nous n'avons pas fini. Qu'un fort. Nous pas fini l'année là bien. Avec le 16h. Merci à toi. Et nous, on passe à la deuxième partie du ZCL. Dans un instant, on va recevoir un comédien et un metteur en scène. Je vais parler de Joël Dionisia tout de suite. Nous sommes de nouveau avec vous pour la deuxième partie du ZCL News. On va recevoir dans un instant comédien, metteur en scène, formateur, Joël Dionisia. Bonjour. Bien bonjour, bien bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler tout à l'heure aux téléspectateurs de Canal 10, bonjour. Oui, le 100e. Avant, on fait un petit tour sur l'actualité quand même, puisque on vous l'a dit, il y a eu pratiquement 52 morts sur les routes en Guadeloupe. 53. Pas du monde circuler. En train de satellite, il faut circuler bien. Et justement, il y a eu un cimetière éphémère aux Abîmes. 53 morts sur nos routes, on regarde. Ce geste qui a été fait de façon très symbolique, de manière à ce que les Guadeloupéens se rendent compte que la route tue trop
vous le savez, il y a un peu 3 semaines, 4 jeunes Guadeloupéens sont morts à Sainte-Anne. Hier encore, un jeune de la trentenaire a encore été tué, et ça c'est trop. Alors, ni problème de prise de conscience des chauffeurs, c'est vrai, des gens qui sont en moto, des gens qui sont à pied, mais aussi qualité à ces routes-là. Et si vous circulez le soir, vous remarquez que les routes sont très, très mal éclairées en Guadeloupe. Et ça aussi, c'est une cause d'accidentologie. Donc, on nous fait attention à ça. On va continuer, puisqu'il y avait une cérémonie indienne au MAC avant-hier. C'était le 170e anniversaire de l'arrivée des premiers travailleurs indiens en Guadeloupe. Reportage, on regarde. Qui préserve le patrimoine, qui promotionne notre patrimoine et notre culture. Nous avons accompagné totalement. On fête le 170e anniversaire de l'arrivée des Indiens en Guadeloupe, le 24 décembre 1854. Et donc pour nous, cela revêt un caractère particulier, puisque avant, la stèle était placée à la Darse, au beau milieu du trafic routier, etc. Ce n'est pas, je pense, un espace, un endroit pour permettre de recueillement, puisque la stèle permet aussi le recueillement. Alors ici, c'est une symbolique forte, puisqu'on arrive dans un lieu où il y a le MAC à côté avec les afro-descendants, la résilience. Mais je rappelle que l'arrivée des Indiens en Guadeloupe est consubstantielle à l'abolition de l'esclavage. Donc forcément, on a un espace qui est dédié et ça fait sens là-dessus. Nous sommes un peuple composite, comme j'aime dire, avec des afro-descendants, des indo-descendants, des Européens. Nous vivons donc dans la Caraïbe, donc c'est le carrefour des 4 continents. Et il est très important de pouvoir préserver cela. Chacun a apporté sa contribution et qui permet que nous ayons cette identité guadeloupéenne. Donc le département qui s'affiche comme étant le territoire, la collectivité, donc qui préserve le patrimoine, qui promotionne notre patrimoine et notre culture. Nous avons accompagné totalement l'association et toutes les initiatives en ce sens dans le cadre de cette commémoration des 170 ans. 42 000 personnes arrivant sur une île, voilà, forcément ça laisse des traces. Il y a un lionnage qui se fait dans la population qui fait que de part et d'autre, il y a un échange culturel et pour arriver maintenant à, comment vous dire, à une vie de la communauté guadeloupéenne d'une manière générale. Ici, ce n'est pas que l'Inde qui est célébrée, c'est la Guadeloupe multicolore, multi-ethnique. C'est la belle Guadeloupe telle que l'on aime, la Guadeloupe vraiment avec sa diversité, avec la fusion des cultures. C'est ça qu'on aime, la Guadeloupe solidaire, la Guadeloupe d'amour, de respect des uns des autres, quelles que soient leurs originalités. C'est un peu l'histoire qui prend sa place et qui permet qu'aujourd'hui nous puissions commémorer cette manifestation. Commémorer, c'est éviter d'oublier, mais c'est aussi jeter un regard sur le futur. Et aujourd'hui, eh bien, nous marquons, comme il était convenu, le déplacement du monument qui, à l'origine, était à la Darse. Aujourd'hui, donc, il est installé sur l'esplanade du MAC et rejoint un lieu grandiose de la mémoire, point important pour la construction de notre histoire et de notre société. Et je vais donc précisément présenter ce monument et les différents symboles qui confèrent à sa conception. Le plus important à mes yeux, c'est la canne et la forme du bateau. Le bateau qui représente le voyage, le déplacement, et la canne qui représente le travail forcé. C'est un jour plus que symbolique, au-delà donc de la commémoration de l'arrivée des premiers engagés travailleurs indiens. Eh bien, nous marquons une avancée dans la construction de la culture guadeloupéenne, intégrant ici au MAC une composante essentielle de cette culture qui est la présence indienne.
Le matalon, le tambour indien venu du sud de l'Inde, qui maintenant fait partie de notre héritage culturel guadeloupéen, a été fusionné avec le ka, ce qui a donné une musique enchantée que les danseuses ont appréciée, que vous avez bien vu, de nouveaux pas de danse traditionnelle guadeloupéenne. Ce n'est pas la fin du Bollywood, mais c'est quand même notre patrimoine profond. Nos ancêtres nous ont légué ces instruments qui résonnent encore dans nos têtes et dans nos cœurs. C'est la nouvelle musique guadeloupéenne, c'est la fusion du matalon et du ka, le sud de l'Inde et la Guadeloupe. Je suis content, parce que la population a répondu. La population a répondu. On voit un peuple multiple, voilà, qui s'est réuni, voilà, pour célébrer le 170e anniversaire de l'arrivée des premiers travailleurs engagés indiens. Les autorités politiques sont là, la population est là, la symbolique de la culture indienne, tant culturelle que religieuse, est représentée. Donc, ce n'est que du bonheur et c'est la fête. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces manifestations pour le 170e anniversaire. Mais là, nous croyons parler de 100e anniversaire, pas 100e anniversaire, 100e jour en pièce théâtre, circulé. Bien bonjour, M. Géonidier. Alors, expliquez-nous, petit point, qui sont expliquer que première fois en Guadeloupe, une pièce qui a joué 100 fois. Ça protège en revue. Ben, c'est un mot nous ban nous, hein. Nous ban nous mot là ça. La Soviétique était venue ici. Oui, absolument. Nous pour 50e là, nous étions fait une émission pour 50e là, parce que d'ailleurs c'est pour ça que nous avons fait au Max, puisque c'était à l'époque c'était Jacques Martial et Jacques dit. Donc déjà passé trois présidents. Exactement. Et Jacques dit moi comme ça que bon ben il faudrait rendez-vous à la 100e. A dit ben chiche. A te dit ça, a dit bon ben on reviendra au MACT pour la 100e et là nous ouvrir pour la 100e au MACT parce que c'était une détermination parce que ni trop longtemps nous passer des temps qu'à faire des pièces théâtre par exemple qu'à créer une pièce théâtre ou qu'à répéter pendant un mois voire un mois et demi ou qu'à jouer 2-3 fois et après ça au final vers ça quoi. Et ça moi ça fait un moment tu as dit faut nous arrêter vers ça puisque nous dans un pays moun pour caillou théâtre assez pour nous dire que nous faisons une pièce comme ça alors que là nous pays circuler nous peut dire que son pièce nous a dans pays là va circuler nous circuler pièce ça porte bien nous circuler et nous fait circuler et qu'à circuler d'aller là il crier moi encore pour des représentations en 2025 donc ça veut nous quand même le 100e alors ah non mais nous tant que pièce ça peut jouer nous là tant que nous la santé quand nous ni énergie là pour faire là nous que faire parce que pour nous c'est essentiel pour nous c'est important de mener théâtre bas mon pays là que fait mon ayo théâtre parce que nous n'y pour l'instant encore à présent c'est mon ani trop tendance à avoir une seule qualité une seule machin il faut que nous payer par exemple même mon aïe paye vont un chose là mais faut aider mais ils vont pièce théâtre quoi c'est ça on souhaiter quoi c'est-à-dire que pas une différence entre ces publics là quoi que c'est mon payer avoir tout ce débitin quoi alors bon nous des petits mots pote ni mon ni centième mais pas ni en qui sent mon en Guadeloupe donc ni mon qui pauvre qu'à ça y circuler c'est auteur là José parti d'un accident banal de la route et puis comme les gens savent la route sont une sorte de microcosme José parti de la route là puis il peut parler de tout genre de comportation nous ni en pays là c'est-à-dire assis la route là ou que vrai que d'ailleurs c'est pour ça que tout à l'heure là malheureusement ça bon mon pincement au cœur des vrais que nous j'appelle 53 moun depuis début l'année là donc toute comportation là que nous ni assis la route là nous va retrouver aussi dans société en nous et c'est ça José réussi à faire dans pièce là ça et c'est pour ça je pense que c'est mon il en tout cas aimer pièce là ça il va retrouver il pays là à travers pièce là ça et c'est pour ça que ça qui peut voyer encore vraiment dire des vini c'est demain vendredi et samedi vendredi à 4h de l'après-midi pour ça qui peut aimer sortir les soirs et samedi soir à 20h. Oui. Alors nous aux questions TV posées quand même par rapport au travail qu'il a fait au niveau théâtre
bon, quoi, vont pièce théâtre là, mais nous on travaille derrière quand même. Il va arriver en long seulement ça. C'est pour ça que quand on a dans tout travail, quand vous préparez l'émission avant, venir, quand on a dans tout bitin, nous travail de préparation. On ne peut pas venir devant un public comme ça, elle ne va pas préparer. Et puis ça m'a dit un sacré travail parce que son pièce en plus, son pièce, nous, quand on a dans tout travail à Nayo, concept compagnie en moins, nous travaillons l'OEV en équipe à Martinique aussi. Parce que nous vraiment insister sur le côté travail, sur les désirs. Absolument. Et José Xelis, qui c'est un compère de la Martinique, nous avons travaillé depuis un moment ensemble. Et c'est vrai compagnie nous coproduit pièce ça et nous travaillons si la Guadeloupe et nous travaillons si la Martinique et nous répéter parce que ça ramène dans travail au niveau à texte là, au niveau à travail on travaille à table, où là nous avons étudié texte là, où là nous avons parlé texte là, nous avons fait texte là, dit nous ça, nous avons fait texte là, dit nous d'autres bits encore en plus que alors ça il y a. Alors moi je vais poser une question, est-ce que par rapport à premier là et centième là, il y a 100% même bitin ou il y a des petits mots phrasages? Texte là c'est exactement même texte là. Même texte là, mais nous vieillis depuis. Nous vieillis. Et vous savez que théâtre, c'est nous. Instrument, nous, en tant que comédien, c'est nous. Donc, il y avait toute émotion, nous, il y a dans nous. Donc, forcément, par exemple, si on joue aujourd'hui là, on peut même bien que jouer demain. Et c'est tout le temps comme ça parce que c'est bien ça qu'on a créé, spectacle vivant. C'est le spectacle vivant, quoi. Donc, ça va vivre avec nous, donc ni des émotions, peut-être qu'il y a plus fort aujourd'hui là, peut-être qu'il y a moins fort demain, mais ni des bitins, mais texte là, toujours, c'est même texte là, quoi. Alors, nous, notre bitin TV Forever, c'est ça va créer formation et transmission parce que on est spectateur des gens qui viennent vivre pièce théâtre, mais des petits jeunes aussi qui ont envie d'apprendre à jouer théâtre. Qu'est-ce que vous dites? Moi, sans qu'à dire, c'est travail là, ça aussi nous comme objectif, puisque quand on dit antenne est là, écran est là, c'est aussi son mission nous ni. Pour moi, c'est un investissement de mission là, ça, de transmettre. Et transmettre, c'est aussi montrer ce petit monde à théâtre. C'est-à-dire faire aille au théâtre, quoi, parce que c'est ça aussi l'autre petit monde qui a dit que moi à l'âge nous les jeunes nous pas ni chance là que c'est ni à présent là. À présent, par exemple, nous sortis en bas 3 semaines là où nous présenter cette semaine 3 pièces. Cette semaine là sorti en lycée, en tout lycée et Chevalier Saint-Georges, yo sorti Proto, yo sorti machin et chaque jour teni un petit monde dans salle là Proto qui vient au théâtre. Et ça c'est déjà un travail extraordinaire parce qu'après surtout nous pas contenter nous de jouer, nous échanger avec ces petits gens après chaque pièce. Alentour à pièce là, mais alentour à théâtre en général. Et c'est ça pour moi, c'est déjà en forme de formation aussi à ces petits gens puisqu'on est en train de former des spectateurs aussi. Oui, mais ça signifie que le travail de formation au niveau théâtral doit se mettre en œuvre, se met en œuvre et va continuer de manière à ce qu'on ait de plus en plus de jeunes comédiens aussi. De jeunes personnes qui vont s'intéresser à l'œuvre théâtrale parce que pour moi, au-delà de fait des métiers à eux, mais pour moi, le théâtre, c'est un bitin qui est formateur pour une jeunesse. Pour moi, théâtre, musique, la culture en général, ça formateur. Et pour moi, dans mon pays, c'est soit moi vraiment c'est ça, c'est que la culture prend plus place que ça. Et ces combats-là sont amenés pour la culture prend place encore plus en pays là ça. Si tu as plus place pour la culture en pays là ça, en presque certains tu as moins violence en pays. Mieux. Et puis la culture est fédérateur. Il fédérateur, mais c'est pour ça que nous au lieu nous penser à un coup de poing ou bien un coup de fusil, nous penser à réfléchir ensemble et aller ensemble dans des buts positifs, quoi. Alors, donc, si vous voulez, il a fait centième au MAC, et après si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, ça alors, si vous voulez. Donc, pièce ça qu'a continué parce que d'ailleurs malheureusement pièce ça qu'a continué pour plusieurs raisons. Pièce ça qu'a continué parce que tant que ni pour moi tout ça accident si la route pièce ça qui est nécessaire parce que pièce ça qu'a parlé de ça. Il qu'a parlé des comportements nous sur la route les garçons chauffeurs dans pièce ça qu'a dit comme ça. Mon père était un bon chauffeur monsieur quand il envoyait un SMS à sa maîtresse, il coinçait le volant avec son genou gauche, mais il levait la tête pour regarder la route de temps en temps. Dis-moi combien on y peut faire ça en pays là. C'est ça. Non, c'est oui ça. Donc tout ça quand tout va dans pièce ça. Donc tant que nous que demander pièce ça, nous que jouer quoi. Absolument. Alors mon vieux pose une dernière question là quand même. Bon, circuler et après vous arrêtez ou faire théâtre encore. Ah non, c'est théâtre pas de toute façon on va ni droit, on peut pas
On ne peut pas arrêter de faire théâtre, nous allons continuer. D'ailleurs, nous avons sorti faire, on met en scène en pièces, on a metteur en scène déjà fait une mise en scène. Ça aussi, ça n'a pas été fait en cas en nous. Et joyeux anniversaire Martin en pièce à José aussi. On fait une nouvelle mise en scène avec Esther Miotil et Claude qui a vu aux percussions. Donc ça caille des hauts. Ça caille des hauts bientôt en janvier quoi. À partir et après ça nous n'y Canary qui a dit chaudier mais nous nous parler de ça. En tout cas là, voilà. En tout cas nous attendons ces mouna demain à vendredi 27 à 16h au MACT pour ça qui permet sortir les soirs et samedi soir à 20h nous faisons une belle représentation, nous faisons la fête, nous faisons fête à circuler et samedi soir. Eh bien, on peut circuler là. Eh bien, merci beaucoup. Pas de problème, il est 13h24. On prend la deuxième et dernière pause et on se retrouve avec notre dernière invitée. C'est encore une culturelle, c'est Anne-Yvonne Karen, auteure, conteuse, créatrice de jeux éducatifs. Elle sera avec nous dans un instant. À tout de suite. Merci. Justement, 13h29, c'est la dernière partie du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir Anne-Yvonne Karen. Bonjour. Bonjour. Elle est d'abord autrice, et puis maintenant éditrice, et aussi productrice, de jeux guadeloupéens. Alors, on va commencer par les jeux. Alors, j'ai entre les mains un jeu qui s'appelle Jeu des 7 familles, Sapote. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est un jeu de cette famille Fruits de Guadeloupe, des Antilles. Fruits des Antilles, pardon. Voilà, donc c'est un jeu pédagogique que j'ai mis en place. Ils sont par série de 3, donc il y a la faune et la flore. Donc les fruits, les fleurs, les animaux de Guadeloupe. Donc c'est un support pédagogique que j'ai mis en place pour les enfants en de quel âge à peu près? Dès 3 ans. Donc dès qu'ils arrivent à associer les couleurs qui se ressemblent, les choses qui se ressemblent, et donc, faire le lien avec ce qu'ils mangent. Alors dans la boîte, il y a des cartes, je comprends. 42 cartes. 42 cartes. 42 cartes renseignées. D'accord. Bon, alors ça c'est Jeu des 7 familles, les fruits, en rapport d'autres. Jeu des 7 familles, Fleurs des Antilles. Fleurs des Antilles. Oui. Donc c'est le même principe. Le même principe. Avec en plus tu as le nom vernaculaire, le nom créole, les périodes de floraison pour bien reconnaître. Alors c'est quoi le gliricidia? Le gliricidia, comment? Pas connaître le gliricidia? Non, posez-moi la question pour ça qui pas connaître. Pour ça qui va connaître. Okay. Alors gliricidia, c'est un pied-bois, des fois on va trouver alentour à Chacon, donc qui est très riche en magnésium, ou ni des pieds-bois qui prend magnésium pour ébauli, et ni des pieds-bois qui produit magnésium mais voyez en tel là. Et ben voilà, donc c'est voilà, c'est ça, c'est nourri tel là et magnésium. Exactement. Et là on voit il tomber en tel là, même racine qui a voyé magnésium pour enrichir tel là parce que nous savons quand nous bisons l'eau saccharose et bisons l'eau énergie. Donc ça a fait leur planter ça à l'entour, il compoit là, il a le magnésium en tel là, qui enrichit tel là. Alors dans jeu là ça, ni 42 cartes, c'est 42 fleurs. 42 fleurs. 40 plantes à fleurs de Guadeloupe. Mais ni plus que ça quand même en Guadeloupe. Ah, on ni plus que 10 000 références. Oui, c'est là où j'ai fait du bon jour. Ah oui. Bon, alors, deuxième jeu. Troisième jeu. Alors ça là, vous pouvez expliquer un petit peu, grammaire française. Grammaire française. Ça Kevin, mais pour l'instant, nous sommes en difficulté si français là, donc on va essayer comme il pique ou Comment en difficulté si français là? Ah, ça arrête. En français, ça va beaucoup. Ça arrête où? Et puis téléphone là, c'est mon petit monde là, il va continuer. Puis malgré qu'il a arrêté, il mettez nous SMS illimité, nous en toujours en mode abréviation. Oui, je suis là, JSSS. On comprend, t'inquiète. Salut, donc, il est encore plus mauvais qu'il y a époque en nous, ok? Donc c'est une manière vraiment de communiquer, de savoir parler, écrire avec, on va dire, nos traditions, nos cultures, notre culture qu'on met en avant. Donc, on prend des éléments de notre vie de tous les jours pour faire des phrases correctes. Donc, avec le déterminant, les noms, les verbes, avec la conjugaison, les compléments d'objets, etc. C'est pratiquement l'enseignante qui parle, là. Presque. Donc, ça veut dire que là, c'est au-delà de 3 ans. Ça va au-delà de 3 ans. Alors, parce que grand monde a fait faute. On le fait toujours. À part 3 ans, on a fait faute seulement. C'est jusqu'à 107 ans. Déjà, de toute façon, tous les jeux, c'est jusqu'à 107 ans.
parce que cerveau-là, c'est faut faire travail. Bon, mais on peut prendre un argent de 107 ans. Exactement. Oui. Parce que vous savez, là, vous faites. Vous avez un problème de repère dans le temps et l'espace. Absolument. Et là, on a vieilli, on a revu dans le même problème. Donc, là, on bien regardé, je l'ai cassé. On revient à la bébé Toum. Au niveau, là. Et la papy Toum, là, on a vieilli. Ouais. Donc, c'est bien ça. Ouais. Donc, à tout âge, je l'ai cassé vous et vous. Bien. Alors, le dernier pour l'instant. Alors, donc, ça veut dire qu'on joue sur le créole? On y travaille. Oui. Alors, j'ai commencé le travail. Alors, ça prend on va faire un remorque. Et après ça, on va... On va embrayer si on a habité. Vous savez, c'est oui quand même l'idée. Donc, ça veut dire que dans quelques temps, là, on vit, nous disons, voilà, ça y est. C'est ça. J'ai fait le petit... Bon. Et non, il sera nécessaire. Parce que tu sais qu'on enseigne que à l'école. Tout à fait. Et donc, non seulement pour les élèves, mais même pour ces professeurs-là. Parce que nous, professeurs, ils ne passent pas avec les créoles. C'est ça. Moi, on peut dire ça, on est professeur de créole. Alors, pour la petite histoire, on va parler des professeurs. Et on y bon j'ai la meilleure parce que c'est son professeur qui fait. Oui, alors on ne peut pas approprier moins. Voilà, c'est Patricia Bozato, prof d'art plastique. Oui. Donc, tous ces dessins-là, c'est lui qui fait. Il s'était infographiste en moi à l'époque. Et puis, Éducation nationale râlait en moi, tout ça qui bon, il y aura chaillé. Mais avant, il partit, il est son petit cadeau pour moi. Donc, du coup, nous travaillons à D. Et c'est lui qui fait le plus gros travail là. Et puis voilà. Alors, le dernier, c'est le jeu de cette famille des animaux des Antilles. C'est ça. Donc, toujours dans la biodiversité. Là, c'est vraiment pure fun. Vous pouvez débarquer dans n'importe qui fête, anniversaire, rencontre familiale, etc. Ou passe avant qui j'en pour, on va dire, faire la rentrée ou mettre l'ambiance. Eh bien, tu ambiances avec ça. On y a un petit proverbe en créole pour chaque animal. Nous pas mal parler moun, nous pas venir chercher mon train. Oui. Mais nous, quand la proverbe comme ça. Alors, manifeste, le premier, c'est le bœuf. Le bœuf. Alors, un petit proverbe en créole, c'est le bœuf. Oui, bon, oui. C'est là, bas et bas. Bœuf quand janvier. Et bœuf devant, ouais. Bon de l'eau. Et bœuf derrière, à boire de l'eau sale. Et comprenez? Et après, bœuf là. Nous bien aimé dit Chololo aussi. Voilà. Bon, alors, ça, c'était pour ces jeux de cette famille. Mais il n'y a pas que ça. Alors, on revient un petit peu sur l'écrivaine, l'autrice. Selfie, l'ombrage et lumière, Bita Bita. Alors, l'explication, qu'est-ce que c'est que cet ouvrage que je n'ai pas encore lu, que je découvre? Il y a beaucoup de poèmes dedans. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est un peu de moi, de ma vie d'enfant, de femme, de Guadeloupéenne métissée, et comme j'aime à dire, fière de l'être. Oui. Parce que j'ai les 4 en moi, indienne, africaine, européenne, Kalina. Et je prends le meilleur de chacun. Oui. Je n'ai pas à choisir qui mérite le plus d'être représenté ou pas. Parce que chaque a subi et chaque a contribué à ça. Oui. Donc, un panier a choisi. Moi, je prends ça qui m'est au gré du vent. Ou vin mener bon petit colombo ban moi, ça manger bon petit colombo là. Ou ka ban mon petit casse, mon petit doukoun à bord. Un petit doukoun pardon. Un petit doukoun à bord parce que c'est Kalina là qui a parlé. Et m'a fait toute qualité moi à bord. Oui. Et danser là aussi à bord. Oui. C'est ça qui est bien, c'est ça qui a fait nous vivre, mettons un petit belleté à devant nous. Pourquoi? Pour nous mettre yon à côté puisqu'il l'autre. Alors, c'est le hasard qui fait un carton dans ça là. Mi femme carré, oui. J'en trouve. Alors, on dit que ce jour, point carré, aller chercher un grand carré pour y faire construire un bel petit carré. Oui, il voit un W, il m'a dit faire un carré. Il va fait un carré contre un petit carré. Là, il fait un carré, il va faire un petit carré. Il va mettre ça carré. Aïe, aïe, aïe. Mi moun pour bailler et faire carré. Si posez plus que carré, obligé de virer à pied, point carré. Et puis ça, il a ou carré. Il n'est pas mauvais. Et au carré. Bon, alors, c'est un recueil de poèmes, en fait. Tout à fait. En français et en créole. Il y en a beaucoup, et avec des illustrations en plus. Et puis avec les petits proverbes surtout, les petits proverbes en temps longtemps. La femme, c'est châtaigne, traduction. Femme, c'est châtaigne. Ça veut dire que châtaigne là, là où il va tomber, il va repousser. Donc, autant fois nous tomber, nous attraper coup, c'est sûr, mais autant fois nous arriver. C'est douceur miel qui a tiré goût en piment. Exactement. Ça n'a pas dit ça là. La douceur et le remède de l'amertume. Ah, il n'est pas mal ça là. Ouais, non? Bon, tu vois. Vous voyez là. On va attraper mouche et puis miel.
mousse à miel et puis vinaigre, d'après moi. Très juste. Ça aussi, mais... C'est ça qu'on a récolté. En rapport dernier, où on t'a perdu. On dit gagner. Bravo, très bon, très bon. Alors, donc, on revient... oser pour la peine. Ouais, on revient à notre. Alors, Yvon et la Diablesse, explication. Alors, Yvon et la Diablesse, c'est un petit crabielet, il a parti en mangrove là, à des... Alors, ni monde qui passe quand ça y a un crabielet. Un crabielet, son chassé crabe, il a un mangrove là, il a rentré en mangrove là, il pas pète des gros pinces, c'est ces gros pinces là, il a aimé, il pas pète des gros pinces bocaux à ces crabes là, il a trappé crabe, il a foutu un sacaille ou un baril, là, c'est comme ça, il a débarqué, puis grand baril, puis il a mené un peu crabe en période de crabe, pour Pâques, puis il a fait bon petit matété, matoutou et tout ça qu'il faut. Donc, petit crabiel est là, il rentre en mangrove là et cherche crabe. Ouais. Et voilà, il pas, il tombait sur une belle madame qui a chanté Belle les lousses, bah, il chat et un grand bois là. Mais voilà, il pas, qu'ils vont trouver renfort en disant là, oh, qui n'a pas osé courir la diable, ça prend des agréments alors. Et on y petit chant en temps en temps que nous il y a un coloriage, exactement, il y a un petit coloriage, on fait un petit cadeau pour ces petits mounas, puis on y a un petit... un bel petit livre. Voilà. Kaloukoura édition. Alors. Et en français et en créole. Comme d'habitude. Et puis c'est partition là aussi pour chanter ces chants-là, pour apprendre à chanter. Alors, fichier pédagogique Madi Zampi. Alors, il faut commencer par compte là en premier, parce que fichier là, quand il y a puis compte là. Ah, avec Madi Zampi. Madi Zampi, exactement. La fabuleuse histoire, Bêtement Ibé. Exactement. D'accord. Alors, ça, c'est un conte de Noël. Oui. Bizarrement. Alors, c'est histoire en petit griot malien. Qui a déporté, il a déchouqué de Grand Mali à Sundiata Keïta, qui nous savait faire la charte mondaine, qui servit pour la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et il a chaillé pour vivre la traite négrière aux Antilles. Alors qu'il fait grand chassé à 10 ans, on a douté, il a couru en même temps qu'il jaguar, qu'il léopard, qu'il lion, dans sa savane pour y aller chercher de quoi vivre. Oui. Et il a besoin de marrer à une belle habitation, mais pas demander pour une belle habitation. Alors qu'il fait, il a cherché, casser chenaille, et il trouvait solution pour propre jour à Noël. Pas de fin là. Voilà, tout le monde échappé. Alors, ça s'appelle Madi Zampi. Madi voulant dire le guide. Oui. Donc, c'est un conte qui quadrilingue, c'est-à-dire qu'il y a une 4 langues dedans. On y Wolof, on y Bambara, on y créole. Ah, mais nous ni communauté ici dedans. D'accord. Nous ni sénégalais, nous ni béninois, nous ni on l'homme ici dedans qui ou en contact avec eux. Voilà. Et donc nous fait travailler là ensemble. Madi Zampi, voilà. Et principal là c'est Senaya. Senaya qui sont artistes aussi Sénégal, Guadeloupe, qui fait première traduction là-bas. Exactement. Nous on dit c'est sorti les 3 ans là aussi. Ah, il capote mon nez. Voilà, ça. Voilà, Madi Zampi. Alors, donc, avec le fichier pédagogique 3 et 4, alors, cycle 3 et 4, c'est... Alors, c'est CM jusqu'à seconde. C'est à ce moment-là voilà, qu'on apprend la traite négrière. Ouais. Donc, on revoit les bases de la traite négrière et ça a été réalisé à 7 mains, donc avec l'aide de professeurs dans chaque catégorie, chaque discipline, histoire, géographie, français, anglais, maths et créole. D'accord. Vraiment du bon travail. Merci. Non, vraiment du bon travail. Et on est content de voir que les Guadeloupéens. Tout à l'heure, je recevais M. Géonidi qui aura la 100e de sa pièce de théâtre circulée. Et là, je reçois une dame que j'ai rencontrée il y a 10 ans, c'est ça? Oui, 10 ans déjà. Le ZCL a 10 ans, donc écoutez, nous sommes sortis commencer. Et en 10 ans, eh bien, elle est passée de l'écriture à la production. Et ça, on ne peut que féliciter, sincèrement. Enfin, c'est vraiment un cadeau de fin d'année pour les Guadeloupéens qui vivent en France. Alors, je rappelle qu'il y a des Guadeloupéens qui vivent en France, qui nous regardent. Ces livres-là, ils ne sont pas encore disponibles là-bas, non? Ils sont sur le site en livraison. Kaloukoura, vous tapez Kaloukoura, édition.fr, c'est ça? Kaloukoura.fr. Alors, oui, .com, non? .com aussi. Ah, il y a les deux. Il y a les deux extensions. Bon, de toute façon, tous ces niveaux-là. Vous ne serez pas perdu. Et donc, ça veut dire que la production va continuer. Alors, juste une question que je pose souvent aux éditeurs. J'ai eu l'occasion de poser cette question-là à Didier Manette au début. Alors, quand on est éditeur, au départ, on fait d'abord son livre. Bah oui. Oui, et après?
Après, alors sur le site en question, justement, vous allez avoir un certain nombre de tutoriels qui va permettre à tout nouveau, à toutes les personnes, parce que j'ai commencé aussi par là, hein, avec les ateliers écriture, et j'ai initié un certain nombre de productions également via ces ateliers écriture. Donc je continue dans la même lancée avec, avec ce site où je propose un accompagnement à l'écriture. Donc il y a l'atelier dans sa version générale, avec par exemple le support grammaire pour aider à l'écriture, mais vous avez aussi un comité de lecture qui va peut-être vous donner un premier avis sur ce que vous faites, hein, ce que vous avez entamé sur les premières pages, on va dire, et peut-être donner d'autres orientations, des pistes de réflexion par rapport au travail qui est réalisé. Et vous avez la partie illustration pour tous ceux qui veulent faire des albums, des BD et tout ça, et la partie correction. Alors, dans un premier temps, Kalukaira Édition s'adresse à ce qu'on appelle l'album de jeunesse pour les jeunes. Ça veut dire que ça peut évoluer jusqu'au roman, jusqu'à... Ah oui, c'est régional, c'est tout type d'écrit. Tout type d'écrit? Tout type d'écrit. Alors, justement, dans cet atelier écriture, j'ai eu des écrivains qui étaient déjà écrivains et qui ont voulu changer de cadre. C'est-à-dire qu'un romancier n'est pas un écrivain pour la jeunesse. Oui, donc, il faut savoir peut-être orienter par rapport au vocabulaire, rendre plus simple, par exemple, orienter l'écrivain qui souhaite passer, changer de cadre, lui donner les conseils appropriés qu'il puisse le faire. Alors, l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a envie d'écrire ou qui a un projet d'écriture, comment ça se passe avec Kalukaira? Alors, avec Kalukaira, ça dépendra de la thématique. Donc, si, selon le stade, si on a déjà sous l'oreiller un certain nombre de pages, donc on peut déjà lire, passer en comité de lecture pour savoir ce qui nous manque pour pouvoir avancer. Par rapport aux corrections aussi, ce qu'il y a à améliorer, parce qu'on sait, hein, plus le texte est bien fait, et plus il a de chances d'être accepté par un éditeur. Alors nous, on a cette particularité où on peut aller jusqu'à l'édition, comme aussi on t'accompagne sur ta présentation, voire jusqu'à la mise en page, mais tu peux choisir ton éditeur à côté. Tu t'arrêtes quand tu veux, parce que tu as le choix de ton éditeur. Voilà, on peut t'accompagner sur le travail, comme on peut t'accompagner jusqu'à l'édition. Donc voilà. Alors, ce type d'ouvrage des albums de jeunesse s'adresse aux parents, aux enfants et aux enseignants. Complètement. Oui, parce qu'avant, c'était le petit chaperon rouge et compagnie, etc. Bon, nous finissons avec ça. Hein. Alors, c'est toujours mieux, comme je dis aux enseignants et même autour de moi, à mes lecteurs, c'est toujours mieux de donner au cerveau ce dans quoi il baigne. Tout à fait. Parce qu'il va mieux comprendre et il va mieux contextualiser et ce sera plus facile pour lui d'orienter sa compréhension sur ce qu'il voit. Donc, c'est vraiment des supports maintenant que je mets en place. C'est des supports, tu as vu, il y a les objectifs pédagogiques dans chaque œuvre. Tu as le fichier qui est à part pour Madi, mais tu as aussi le fichier pédagogique intégré pour Yvon et la Diablesse avec les partitions. Donc tu as le tuto, le coaching pour apprendre à chanter. Et pour les musiciens, tu as aussi la trame musicale pour coacher si tu veux faire de la percussion, de la corde, enfin violon pour parler en termes simples, violon, piano, steel band, tout ce que tu veux. Alors, on arrive à la fin, je pose quand même la question. J'imagine qu'un éditeur a toujours des choses dans les tuyaux. Eh ben oui. Alors, de mon côté, j'ai déjà un jeu, enfin au moins deux, parce que j'en avais mis un de côté parce qu'on me l'a demandé. Et puis finalement, j'ai vu que des compatriotes se sont lancés dans le truc. Mais voilà, le mien est toujours là, il attend ses photos. Et donc, j'ai deux jeux dans la boîte, mais j'ai aussi le prochain selfie. Qui doit sortir, parce qu'on me demande c'est quand la suite. En 2025, c'est ça? Je pense, oui. En 2025, on va sortir le deuxième, c'est le selfie numéro 2. Bien. Donc, est-ce que ce sera, donc comme c'était l'ombrage et lumière, peut-être que ce sera, je sais pas moi, lumière vers... Nous essayons éclater.
Lumière vers l'arc-en-ciel, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Voilà, vers le prisme. Oui. Peut-être pas l'arc-en-ciel, mais le prisme. Parce que bon, il y a tellement de nuances dans un mot. Donc voilà. Et les ateliers d'écriture, tout ça se font régulièrement en accommode, comment ça se fait? Ça dépend des demandes. Oui. Parce qu'il y a des demandes de groupe avec des associations, donc c'est toujours plus intéressant d'être en groupe et de pouvoir échanger sur les différents styles. Sinon, lorsqu'il y a un projet individuel, on accompagne en individuel. Donc là, j'ai 2 projets en individuel et les projets de groupe, je vais les reprendre certainement parce que je fais beaucoup d'activités entre-temps. Donc, je vais certainement les reprendre du courant, on va dire, pendant les grandes vacances de l'année prochaine. Anion, merci en tout cas d'être venue. Eh bien, c'est moi. On sait qu'on aura rendez-vous bientôt au mois d'avril, j'en dis pas plus. Et on aura l'occasion de se retrouver. Et je rappelle donc très rapidement tous ces ouvrages qui sont disponibles. Yvon et la Diablesse sans les gros en nous, le selfie, toujours à Nyon, et le fichier pédagogique de Madi et Zampi, qu'il faut plus toutes ces petites boîtes, apprendre en s'amusant sur les animaux. Éco-responsables, les boîtes. Éco-responsable, oui, d'accord. Voilà. Madame Massa. Bon, bref, c'est dit. On revient, c'est le dernier sujet d'aujourd'hui, c'est Cursa Nova. Alors, si vous êtes jeune et vous cherchez une situation d'alternance, il y a une possibilité, je crois à peu près 80 emplois avant le 31 décembre, donc portez manœuvre, c'est à peine 5 jours. Et vous prendrez contact avec Cursa Nova. On regarde le sujet sur cette question. C'est parti, c'est Solène Fèvre qui l'a réalisé. Le 31 décembre, donc les fameuses aides exceptionnelles vont arriver à leur fin. 8 000 € d'aides ont cumulé, donc 6 000 € de l'État et 2 000 € apportés par la région qui permettent à des entreprises de recruter beaucoup plus sereinement des alternants. Aujourd'hui, par exemple, un alternant entre 21 et 25 ans va être rémunéré 936 € à peu près, ce qui revient à 270 € à peu près pour une entreprise. Donc on est dans une situation où on a encore des entreprises avec qui on a fait des partenariats, qui sont très friandes de ce type de profil, qui ont envie d'augmenter leur présence en ligne, qui ont envie de booster leur chiffre d'affaires avec des nouvelles stratégies commerciales, qui sont dans l'inquiétude parce qu'elles se disent qu'à partir du 1er janvier, elles ne pourront plus signer de contrat dans les conditions qui les intéressent. On a des entreprises qui ont déjà indiqué que jusqu'au dernier jour, jusqu'à lundi ou mardi 31, elles seront encore disposées à recevoir les derniers profils présélectionnés chez nous pour des entretiens et les signer. Dans l'urgence, on va accélérer le processus, on va créer des sessions, c'est-à-dire qu'on fonctionne en continu à partir de demain. Donc toutes les 2 heures, de 9h jusqu'à 18h, il y a la possibilité de venir composer en passant nos tests écrits, avec aussi un passage des épreuves d'oral, soit dans la même journée, soit le lendemain. Donc ça va fonctionner vendredi, samedi, dimanche, pour qu'on soit en capacité de transférer aux entreprises. Il y a des entreprises qui ont dit, par exemple le samedi, dès le samedi, elles peuvent commencer déjà à étudier les propositions. Ça peut être lundi, ça peut être mardi. En tout cas, nous, sur les épreuves écrites et les présélections orales, ça s'arrête le dimanche, pour qu'on puisse, aux entreprises, vraiment aux dernières minutes, proposer les profils le lundi ou le mardi. Elles vont être réactives. Donc on a 2 bachelors. Un bachelor en business developer, un bachelor en marketing digital. Alors la partie marketing digital, c'est tout ce qui concerne la présence en ligne. C'est aussi bien dans la conception de sites. Alors quand je parle de sites, c'est des sites vitrines, on n'est pas en train de créer des applications très compliquées. Ce n'est pas une formation en développement informatique. Sur la partie business developer, on va plus retrouver donc de la stratégie un peu plus commerciale, donc de la réflexion autour de la fidélisation des clients, de la mise en place de process en interne comme les CRM. CRM, donc c'est des outils qu'on utilise dans les entreprises pour avoir une vision très concrète des clients, les recenser, faire des analyses. Je tiens encore à rappeler que sur ce domaine précis qui est l'alternance, on a l'État qui a joué le jeu, on a la région qui joue encore le jeu. Les entreprises aussi, dans le cadre de nos démarches actives de recherche de partenariat, ont joué le jeu. Maintenant, tout ce qu'on attend, c'est les jeunes, les familles des jeunes en recherche d'emploi, qui puissent faire un dernier pas vers nous pour leur recherche d'emploi. Voilà, eh bien, c'est avec cette information qu'on va fermer les étiels. Alors, je signale que les téléspectateurs dans certaines régions de la Guadeloupe, nous ont signalé qu'ils avaient des problèmes de captation. Est-ce que ça vient de Canal+, sur le satellite, ou de la TNT? En tout cas, c'est tout ce qu'on a dit, qu'on a vu aujourd'hui, c'est disponible sur le Facebook, vous pouvez le revoir. Je rappelle que justement, en début du ZCL, on a reçu Christophe Wachter, qui est secrétaire général DMPI, mais aussi président du Césaire. Avec lui, on a vu regarder la situation de la Guadeloupe au niveau économique. Il y a des problèmes.
il y a des problèmes pour la jeunesse, il y a des problèmes pour les personnes âgées, mais Christophe Wachter, comme beaucoup de jeunes Guadeloupéens, croient qu'il y a une solution. Ensuite, on a reçu Joël Gernidier, qui est venu nous annoncer la 100e de circuler qui circule depuis pratiquement 2 ans. Et il nous avait dit ça, on était venu ici quand c'était la 50e. Il nous avait dit, il y a quelqu'un qui est sur 100e, mais voilà, c'est fait. Demain et après-demain, au MAC, circuler, vous pouvez voir la pièce. Et je profite pour dire que, précisément, on a eu 53 morts sur les routes cette année en Guadeloupe. C'est vraiment trop. Donc, faites attention. Là, je crois prendre la route, pas prendre la route comme on dit. Et aussi, il faudrait qu'on pense à améliorer l'éclairage sur les routes, parce que le soir, sur certaines routes, on va répondre lumière, et il suffit que quelqu'un vienne avec les feux aveuglants, et bien c'est fait. Et puis, on vient de recevoir Anione Karen, qui est éditrice, autrice, animatrice, formatrice, enfin bref, elle a tout un matériel, je vous dis, que je vous conseille pour vos enfants, c'est la fin de l'année, apprendre en s'amusant avec Monzé Flamme. Monzé Flamme, il a devant nous, et carré. Bien, sinon l'actualité, on a fait un tour du côté du cimetière éphémère, justement, on a parlé des 53 morts, on a aussi parlé de cette cérémonie indienne à l'occasion du 170e anniversaire de l'arrivée des premiers travailleurs indiens en Guadeloupe chaque année. Cette année, c'est au MAC que ça s'est fait, puisqu'il y a le monument qui se trouvait près de la danse a été déplacé désormais dans un endroit un peu plus sanctuarisé, on peut le dire comme ça, c'est près du MAC. On a entendu les réactions de 2 politiques sur la nomination du nouveau gouvernement français, Monsieur Olivier Servat, il est député député de la République française, mais il est aussi membre du GIEC Oliot. Il n'est pas d'accord avec Manuel Valls. On a entendu monsieur le président du conseil départemental qui a annoncé la tenue du prochain congrès au mois de janvier. Et c'est l'actualité. On a lancé cet appel de Cursa Nova pour les jeunes jusqu'au 31 décembre qui veulent un poste d'alternant pour Témoin-Neuf, c'est à peine 5 jours. Et c'est avec ça qu'on vous dit merci. On se retrouve demain pour la dernière du ZCL de 2014. Ce sera demain à partir de 12h30. On va recevoir, comme d'habitude, des personnes intéressantes. Restez avec nous. Et j'espère que le problème technique de Canal 10 et des chaînes qui sont sur le satellite sera résolu. Femme là, à bientôt. À don d'autres soleil. Avant. On va dire à don d'autres soleil sans la vie. Voilà. Surtout. Et la réalisation était assurée par Yann avec le soutien de notre ami Ivans. Bye bye. Merci.